Bonsoir tout le monde, on est ce soir avec Claire Lemaître. Merci Claire d'être avec nous. Merci à toi de m'avoir invité, Nathan. On va parler ce soir notamment de ton activité de business angel et des projets dans lesquels tu as déjà investi. Il y a des noms qu'on connaît bien dans l'écosystème pour ceux qui sont actifs et qui suivent un petit peu, hein, des noms comme Codenect, comme Venalabs. Oui. Et puis donc voilà, tu vas nous expliquer un petit peu le côté analyse de projet. C'est ce qui va nous intéresser ce soir. Pour tous les porteurs de projets qui cherchent bah, justement à intéresser des investisseurs et à attirer des investissements dans leurs projets. On en a pas mal, nous, à la BBS. Avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et expliquer un petit peu ton parcours? Parce que bon, alors je vais introduire très, très vite et puis tu vas prendre la suite. Mais comment est-ce qu'on passe de pharmacienne à business angel dans des startups et notamment des projets crypto et Web3? Alors effectivement, c'est vrai que j'ai un parcours qui est pas commun. Donc de base, j'ai fait de la pharmacie puisque en fait j'adorais les sciences. Mais quand j'ai commencé à travailler en pharmacie, je me suis rendu compte que j'allais assez vite tourner en rond. Donc j'ai parallèlement à ça commencé à investir dans l'immobilier puisque bon, quand on est salarié, on peut facilement utiliser l'effet de levier des banques et emprunter et acheter des biens. Et donc voilà, donc j'ai commencé comme ça dans l'investissement et je me suis de ce fait assez rendu vite compte que si je faisais ça bien, eh bien j'allais pouvoir créer comme ça une machine à investir. Et donc j'ai acheté donc un appartement, puis un deuxième, puis ensuite je suis passée sur des immeubles et ensuite donc j'ai découvert la location courte durée, ce qui m'a permis en fait de pouvoir automatiser toutes mes locations. Et du coup ça m'a permis de me dégager du temps. Et ensuite est arrivé en fait le Covid, ce qui m'a encore plus dégagé du temps puisque de toute manière je pouvais plus sortir. Et donc j'ai commencé un petit peu à m'intéresser plus profondément à l'investissement et notamment au système financier. Et en comprenant un petit peu comment toutes les mécaniques fonctionnent, je suis arrivée dans la finance décentralisée que je trouvais une très très bonne alternative. Et de ce fait, eh bien, je me suis intéressée au Bitcoin, bien évidemment, mais je me suis aussi ensuite intéressée à des projets, vraiment à des projets, à la base des projets en fait du Web3. Et en allant sur des salons, ben, c'est comme ça en fait que j'ai commencé à investir directement dans les startups. Voilà. Ok, ça marche. Et alors, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui t'anime dans ces activités-là aujourd'hui, au quotidien, dans ce que tu vois? Et puis peut-être ton regard sur l'écosystème, en fait, voilà, de ce que t'en as vu depuis que tu y es, depuis que tu t'y intéresses, sur les projets que tu croises, sur les personnes que tu croises aussi derrière les projets. Alors, quand je me suis rendue pour la première fois dans un salon entrepreneurial et que j'ai commencé à discuter avec des fondateurs, je me suis rendu compte que je parlais vraiment à des personnes qui étaient passionnées par ce qu'elles faisaient. Donc ça, c'est là en fait que j'ai rapidement eu très très vite le feeling avec les fondateurs et je me suis bien sûr intéressée à leur projet. Et en fait, c'est vraiment, si vous voulez, moi, quand j'investis dans une boîte, j'investis d'abord dans la personne qui a fondé la boîte. Pourquoi? Parce que avoir une très très bonne idée, c'est très très bien, mais sincèrement, quand la personne en face de soi, on sent qu'elle est solide, qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait, qu'elle saura en fait aller jusqu'au bout du projet, quels que soient les obstacles en fait qu'elle va rencontrer, puisqu'elle va en rencontrer, puisque l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. Eh bien, moi, j'ai vraiment envie d'investir dans des personnes, voilà, qui sont pour moi, en fait, les mieux à même de mener à même leur idée, leur projet. Ok, bon bah du coup ça fait voilà, ça fait un premier élément sur tes analyses des projets et qu'est-ce qui fait que tu décides ou pas d'investir. Euh, tu donnerais quelle importance, tu vois, en termes de pourcentage, l'équipe aujourd'hui?
l'équipe qui porte le projet, tu lui donnes quelle importance sur une décision d'investissement? Pour donner une idée aux personnes qui vont enfin, qui nous écoutent et qui vont nous voir après en replay, pour leur donner une idée du poids que ça peut représenter pour un investisseur. Franchement, je pense que c'est quand même 60% du poids du projet. C'est quand même pour moi l'élément majoritaire. Après, bien évidemment, il faut que le projet soit viable, qu'il soit cohérent, qu'il résout une vraie problématique. Mais je pense que c'est quand même le pilier de ce qui va faire que le projet ira au bout ou pas, selon moi. Ouais. Ok. Et alors, du coup, des projets avec des fondateurs derrière qui sont, comme tu le dis, pertinents pour adresser le marché qu'ils ambitionnent, par leur bagage, tu vois, qui savent ce qu'ils font, etc. Euh, t'en croises beaucoup? Est-ce que la majorité des projets ont tendance à être portés par des personnes qui sont pertinentes pour les porter? Ou est-ce que finalement c'est pas forcément le cas? Voilà, ça se trouve pas à chaque coin de rue des projets qui sont portés par une équipe pertinente. Non, sincèrement, c'est pas la majorité. Honnêtement, on m'envoie enfin, je vois passer beaucoup de projets et parfois je trouve que c'est pas concordant. Voilà, soit l'idée est très bonne, mais je sens que derrière ça va être trop compliqué à mettre en place. Soit, mais si la personne est seule aussi, je trouve que c'est très compliqué parce que pour moi, il faut quand même être une équipe avec des personnes complémentaires au niveau des compétences, au niveau personnalité, etc. Donc déjà, d'après moi, faut pas être seul et les projets portés par une personne seule, je trouve que c'est quand même plus compliqué. Alors c'est pas toujours le cas, mais quand même. Donc non, en fait, c'est vrai qu'en majorité, non, c'est assez rare d'en trouver. Sincèrement, vraiment. Combien de projets tu vois passer par semaine? Voilà, de combien de propositions tu as? Combien de pitch deck on t'envoie? Je dirais une dizaine. Après, ça fluctue selon les moments, mais on m'en envoie beaucoup via le réseau LinkedIn. Et puis après, il y a aussi quand je vais sur les salons. Alors là forcément, je vois plein de projets. Mais oui, je pense que j'en vois une dizaine par semaine. Donc, en fait, quand on est business angel, on est beaucoup sollicité et on est obligé en fait de faire le tri puisque, ben, en fait, mentalement parlant, il y a pas le choix en fait. On en a trop, donc on va retenir ceux qui nous semblent les plus pertinents déjà de premier abord. Euh, voilà, et c'est vrai qu'effectivement, il y a une majorité que je suis obligée malheureusement de pas garder en fait, hein, parce que j'ai pas le temps et voilà. Ouais, tout à fait. Non, mais ça se comprend. Et c'est ce qui va être intéressant ce soir, justement, c'est de comprendre un petit peu, c'est de comprendre un petit peu cette logique et du coup comment faire pour un porteur de projet pour se démarquer, pour réussir à attirer l'attention d'investisseurs potentiels dans cette masse de sollicitations qu'il peut y avoir. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des thématiques en particulier qui reviennent vraiment très très souvent là, sur cette dizaine de sollicitations que tu vas avoir par semaine, voilà, des trucs que tu vois passer vraiment tout le temps. Voilà. Est-ce que tu en as deux, trois comme ça en tête? Alors j'ai eu pas mal de projets avec de l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'en ce moment c'est quand même pas mal en vogue. J'ai eu beaucoup de projets gaming aussi. Alors, ben ça c'est pareil. Quand on en reçoit beaucoup, ben on est un peu perdu. Donc, faut vraiment d'autant plus se démarquer. Après, j'ai parfois des projets avec des personnes qui vont proposer de faire de la gestion d'actifs dans la DeFi, des choses comme ça. Ça revient beaucoup aussi. Voilà, c'est essentiellement ces trois thématiques-là en ce moment que j'ai pas mal. Et bah, moi, c'est pas forcément du coup celles sur lesquelles je vais m'orienter, puisque il y en a beaucoup. Et en fait, moi, je cherche vraiment le projet qui va vraiment apporter quelque chose de nouveau et qui va vraiment résoudre une problématique, en fait. Donc, voilà, les projets qui suivent beaucoup les hypes, les tendances, on va dire, voilà, pour moi, c'est pas. Voilà, c'est pas les projets que je vais retenir en priorité. Bon, je sais que l'intelligence artificielle, on en a besoin et qu'il y a forcément des applications. Mais voilà, noyer dans la masse, en fait, il faut vraiment être tout en haut du panier. Et voilà. Et du coup, personnellement, moi, j'ai tendance un petit peu à écarter.
Ok, ouais, je comprends. Et alors, bah, du coup, enfin, du coup, qu'est-ce qui t'intéresse toi aujourd'hui comme comme thématique, comme sujet? Qu'est-ce que tu regardes particulièrement Alors, je regarde des projets qui, comme je l'ai dit, qui vont résoudre une problématique existante. Donc, parmi les projets dans lesquels, par exemple, j'ai investi, il y a donc Selfbar, par exemple, enfin, en tout cas, que je pense qu'il commence à être connu. L'idée, c'est quoi? On a constaté qu'il y avait un vrai problème au niveau des files d'attente quand on est dans les stades, etc., ou dans les bars, etc. Et donc, le projet, c'est d'installer en fait des fontaines où les gens vont se servir eux-mêmes et ça va permettre de réduire les files d'attente. Donc, théoriquement, quand on va proposer les fontaines dans les stades, les gens vont forcément s'y rendre puisque ils vont être contents de ne pas faire la queue en fait. Et la blockchain derrière, bon voilà, elle est vraiment utilisée pour améliorer la traçabilité. Nous, en tant qu'investisseurs, on perçoit des commissions sur les transactions. Mais voilà, ce sont des projets qui vont résoudre des problématiques existantes. Donc, si vous voulez, quand on me présente le projet, il faut déjà m'expliquer quelle est la problématique au moment où le projet est élaboré. J'ai investi dans des projets sur des tout autres thématiques, par exemple la voiture. Eh bien, quand vous achetez une voiture d'occasion, par exemple, vous ne savez pas quelle réparation a été faite dessus. Donc, j'ai investi dans un projet qui va permettre de tracer toutes les réparations qui ont été faites sur la voiture avant que vous ne l'achetiez, y compris le kilométrage. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une problématique réelle et existante que tout le monde rencontre. Et donc, proposer ça, pour moi, c'est intelligent. Et en plus, on sait que ça va être adopté massivement, puisque à l'heure actuelle, presque tout le monde a une voiture. J'ai investi dans un autre projet qui va permettre d'apprendre la blockchain en s'amusant. Donc ça, pour moi, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Mais parce qu'à l'heure actuelle, les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est que la blockchain. Ils n'ont pas forcément vraiment envie d'apprendre de façon très scolaire. Donc leur proposer une plateforme où ça va être gamifié, où ça va être amusant, où peut-être même ils pourront gagner de l'argent, et ben pour moi, voilà, ça résout quelque chose dont on a besoin. Et donc, c'est un projet dans lequel j'ai envie d'investir. Ok, ouais, bah oui, ça correspond ça correspond complètement à la philosophie qu'on a chez BBS et ce qu'on explique à nos apprenants, hein, c'est que faut oublier la technique. Alors tiens, d'ailleurs, ça, ce sera intéressant aussi que tu nous en parles sur la façon dont on peut te présenter des projets là, sur cette masse de sollicitations que tu as. Parce que nous, ce qu'on explique aux apprenants, c'est que, et là, ça correspond à une tendance de fond qui est plus nouvelle aujourd'hui dans l'écosystème Web3, c'est que, il faut faire disparaître les aspects techniques. Complètement. Parce que justement, comme tu l'as dit, l'objectif, c'est de présenter une solution qui répond à un problème. C'est pas de présenter un truc qui est basé sur la blockchain, donc qui Oui. repose sur tel ou tel aspect technique. C'est génial, c'est ok, d'accord, mais ça répond à quel problème? À quoi ça me sert? Ce qu'il faut que les porteurs de projets se disent, c'est que quand ils présentent leur projet, il faut qu'ils s'imaginent, bon, ok, ils ont un investisseur en phase 2, mais ils vont avoir aussi des clients en phase 2. Et en fait, il faut que le client futur puisse se projeter. Donc, si on commence à parler blockchain, technique, etc., les gens vont tendance un petit peu à avoir peur, parce qu'en général, les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. La blockchain actuellement, il y a peu de gens qui la comprennent, et je pense qu'il vaut mieux éviter d'en parler. On en parle après à l'investisseur s'il pose des questions, etc., bien évidemment. Mais je trouve que, voilà, dans un premier temps, la manière dont le projet doit être présenté, ça doit être de façon très simple. Voilà, on a identifié tel problème sur le marché. Les problèmes, il y en a plein à résoudre, hein. Donc, c'est vrai que faire un listing, là maintenant, voilà, des thématiques, en fait, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Donc, on a identifié tel problème, on propose telle solution. Effectivement, il y a de la blockchain en dessous, il y a un aspect technique. Mais en gros, il faut se dire que l'utilisateur final doit trouver ça simple et qu'il va utiliser la solution. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas à réfléchir, en fait. Tout Ouais, simplement. c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Nous, en tout cas, à l'école, les meilleurs projets qu'on ait vus et puis les meilleurs pitchs en soutenance, c'est typiquement ces projets-là où on explique de façon
finalement très fluide parce que c'est pareil, il y a des, il y a des porteurs de projets des fois qui ont tendance à se faire une montagne de la façon dont ils vont présenter leur projet et qui cherchent à mettre un maximum de choses, un maximum d'éléments dans un pitch deck. Alors qu'il faut il faut aller droit au but en fait. Il faut aller à l'essentiel. Voilà, mon produit sert à ça, ma solution sert à ça, je réponds à tel problème. Et, euh, et en fait, ouais, la blockchain finalement, ouais, c'est presque accessoire en fait. C'est-à-dire que les personnes qu'on a en face de nous n'ont pas forcément besoin de savoir que pour répondre aux problèmes qu'on va adresser, notre solution va utiliser cette technologie-là. Voilà, c'est ça. En fait, si vous voulez, moi, quand on me présente un projet, il faut que j'ai compris en 1 minute à peu près. Si on commence à partir dans beaucoup de détails techniques, etc., et que je me sens perdue, ben, ça me donne pas trop envie de poursuivre. Parce que je me dis, si déjà pour moi c'est compliqué, mais l'utilisateur final, au final, pour lui, ça sera d'autant plus compliqué. Après, voilà, quand il y a de la blockchain en dessous, il faut aussi qu'elle soit réellement utile. Parce que bon, parfois on peut vouloir en mettre pour dire d'en mettre, mais si c'est pas clairement utile, mais à ce moment-là, autant oublier, puisque en fait ça ajoute de la complexité et puis on n'en voit pas trop l'intérêt en fait. Donc ça aussi c'est important, je trouve, de le préciser. Euh, Mettre la blockchain quand c'est vraiment nécessaire, utile et quand ça apporte vraiment un plus, sinon, bah, sinon ne pas en mettre, hein, tout simplement. Ok, ouais, donc ça aussi, ça joue. Et ça aussi, ça transparaît quand on présente le projet. Mais bon, finalement, que vient faire cette C'est technologie-là ça, là-dedans? parfois on propose des solutions pour investir, etc. Je sais pas, peu importe la thématique, hein, ça peut être dans la musique, ça peut être autre chose. Si la blockchain est utile, oui. Si je vois pas trop l'intérêt, je me dis, mais pourquoi en avoir rajouté? Ça rajoute de la complexité, ça va rendre le projet plus difficile à exécuter. Et donc au final, ben, il a moins de chances d'aboutir. Donc voilà, je pense qu'il faut la mettre quand vraiment elle apporte un plus, hein. Et alors, bah, tu disais, moi, quand on me présente quelque chose, il faut qu'en 1 minute, j'ai compris. Est-ce que tu peux nous parler de, justement, des tout premiers échanges avec des projets bah, comme CodeNect ou Venalabs dans lesquels tu as fini par investir? Voilà, les tout premiers échanges, comment ça s'est fait? Et bah, justement, ce moment là où tu te dis, il y a un truc qui m'intéresse, il y a un truc à creuser. En fait, voilà, dans quel contexte ça s'est fait et dans quel timing ça s'est joué? Combien de temps il t'a fallu pour te dire, OK, là, je veux aller plus loin? Alors déjà, les projets dans lesquels j'ai investi, c'est toujours des projets avec qui j'ai pu avoir un échange avec le fondateur. En général, moi, c'est plutôt en physique puisque je fais l'effort de me déplacer sur les salons. Bon, après, bien sûr, c'est pas toujours le cas, hein. Parfois, ça se fait en visio et au final, j'investis. Mais en tout cas, j'ai besoin d'avoir un échange avec le fondateur et il faut que très rapidement j'adhère. Donc, par exemple, si on parle de Connect, quand je suis arrivée, donc il y avait plusieurs stands, hein, bien sûr, sur le salon, j'en ai fait plusieurs. Bon, parfois, voilà, parfois je reste pas. Et donc je suis arrivée sur Connect, je demande un petit peu de m'expliquer un peu en quoi consiste le projet. Et ben, en fait, le fondateur m'a dit, ben voilà, c'est en fait actuellement, quand vous achetez une voiture, ce que je viens d'expliquer juste avant, vous achetez une voiture d'occasion, il y a tel problème. J'ai dit oui, effectivement, oui. Donc déjà, on s'y reconnaît, on arrive à se projeter de une, parce qu'on se met, nous, on s'imagine potentiellement en tant qu'utilisateur, on se met à la place des futurs utilisateurs. Donc oui, on comprend la problématique. Et il nous dit, bah, il m'explique en fait, ben voilà, en fait, moi, ma solution va permettre de tracer toutes les réparations, tout ça. Donc déjà là, tout de suite d'emblée, j'avais compris. Ah, je dis, ah oui, effectivement, là, je comprends en quoi ça va être utile et en quoi ça va être adopté. Après, par la suite, bien évidemment, j'ai posé d'autres questions pour savoir comment est-ce qu'on arrive justement à savoir quelles ont été les réparations effectuées. Mais ça, c'était dans un second temps. Mais sa première approche, ça a déjà été voilà, de se mettre à la place bah, voilà, d'une personne lambda, en fait. Imaginez-vous, vous avez votre voiture, vous voulez acheter une voiture, mais vous ne savez pas ce qui a été fait dessus. C'est quand même un vrai problème. Et donc, eh bien, nous, avec l'application, voilà, les gens se connectent et en gros, ben, voilà, ils voient tout ce qui a été fait. Donc, ça rassure tout le monde, hein. Donc, voilà. Ça, c'était l'un des premiers échanges qui m'a fait tout de suite, voilà, déjà, dans un premier temps, c'était déjà un gros point pour moi de marquer. Après, pour Selva, ben, c'était un peu pareil en fait, hein, quand j'ai discuté avec le fondateur. Bon, sur le coup, j'arrive, je dis bah, à quoi ça sert en fait? C'est quoi la différence avec une fontaine classique?
Mais il me dit parce qu'on se sert tout seul. Je dis oui, d'accord. Et en fait, là, il m'explique, bah, vous voyez, quand vous allez sur Insta, etc., les files d'attente, etc. Bah, bien sûr, oui. Donc on se projette et on se dit, ah oui, mais là, c'est là que je comprends, c'est là que je comprends et c'est là que je me dis, bah, donc du coup, si on vient proposer ça, évidemment, évidemment que ça va séduire les futurs clients. Et donc forcément, il y aura du monde qui va venir utiliser la solution. Et Vénalab, c'est pareil. Vénalab, c'est pareil. Il m'a dit, bah, à l'heure actuelle, les gens ne veulent plus apprendre. Donc nous, eh ben, on a trouvé le moyen de leur faire apprendre la blockchain, mais tout en s'amusant et potentiellement en gagnant aussi de l'argent. Donc là, bah, effectivement, c'est trio gagnant, hein. Ouais, donc finalement, en fait, en quelques phrases, il faut être capable Pour moi, c'est l'essentiel. ouais, voilà, d'attirer ton attention et de te faire comprendre que, voilà, nous on dit souvent, imaginez-vous, vous présentez votre projet à quelqu'un dans l'ascenseur. Donc en fait, Ouais, c'est ça. vous avez juste le temps de la monter jusqu'à l'étage où la personne sort Oui, pour lui présenter votre projet. Et en fait, quand elle sort de l'ascenseur, il faut qu'elle ait envie de vous exactement, oui. rappeler. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Faut qu'elle ait perçu un intérêt, en fait. Moi, il faut que j'ai perçu un intérêt à investir dedans et en me disant potentiellement, est-ce que moi, je l'utiliserai cette solution? Tu Oui, vois. effectivement, on peut être les premiers clients de ces solutions-là. Et c'est là où c'est important, effectivement, d'être ultra concret, en fait, de pas être dans un jargon trop compliqué. Et en fait, ouais, de rester dans des choses qui sont très factuelles, qu'on connaît tous, qui nous Oui. parlent. Ouais, tu disais tout à l'heure que pour Codnect, il t'avait dit, bah, imaginez-vous, voilà, vous voulez vendre, enfin, vous voulez acheter une voiture, etc. Donc Mhm. c'est le storytelling en fait. C'est voilà, on raconte une histoire. Faut embarquer les personnes. C'est ça, c'est bien simple. Il faut que la personne en face du porteur de projet puisse s'inclure dans le projet. Donc en fait, il faut s'adresser à lui, mais réussir à l'intégrer en quelque sorte au projet, comme s'il était potentiellement un utilisateur. Et alors quel lien tu as avec les différents projets dans lesquels tu investis, c'est-à-dire au-delà d'investir de l'argent et donc de leur apporter de la liquidité pour leur développement, qu'est-ce que tu vas leur apporter d'autre? Voilà, comment tu vas participer à ce projet qui t'a intéressé au point de vouloir y mettre de l'argent? Alors d'une part, ben moi j'aime suivre les projets dans leur aventure. Donc en général, quand j'investis dans un projet, ben, je teste la solution déjà. Donc j'ai investi dans d'autres projets, hein. J'ai investi dans Frigom aussi. Donc Freegum, c'est plus long puisque c'est plus complexe, c'est plus technique. Mais en tout cas, tous les projets dans lesquels j'investis, je teste. Donc, et puis je fais mes retours surtout. J'ai testé la plateforme Venalab, j'ai fait mes retours au fondateur. Selfbar, je l'ai utilisé, ben voilà, on fait ça, voilà, on fait nos retours parce qu'en fait pour eux c'est important puisque avant de délivrer le produit, ben, ils ont besoin en fait d'avoir des retours. Donc pour moi, ben, ça me fait plaisir en fait de leur dire ce que j'en pense en toute honnêteté, ce qui est bien, moins bien, de poser des questions. Si je comprends pas quelque chose, de le demander, parce que si potentiellement moi je ne le comprends pas, ben, l'utilisateur non plus. Donc en fait c'est vraiment une aventure dans laquelle on entre et c'est voilà c'est quelque chose qu'on va partager ensemble pendant plusieurs années en fait. Donc moi j'aime bien avoir de bonnes relations avec les équipes, avec les fondateurs. Voilà, j'aime venir les rencontrer de temps en temps quand je peux, hein, entre les salons, etc. Puis souvent on se revoit de toute manière sur les salons et suivre leur progression parce que même parfois, voilà, parfois il y a des difficultés aussi. Donc on est là aussi pour les soutenir en fait, hein, tout simplement. Donc, et ça c'est normal, hein. Je pense que quand on investit dans un projet, on n'investit pas que son argent, on investit aussi en fait son temps et puis son écoute. Et puis voilà, si on peut apporter des conseils, on le fait aussi, puisque en fait plus je vois de projets passer, plus j'investis aussi et plus j'acquiers de l'expérience et plus je peux témoigner effectivement de ce que j'ai vu et de ce qui pourrait être mieux aussi. Donc voilà, puis il faut être vigilant aussi à la concurrence quand il y en a. Ça, voilà, faut toujours aussi rester vigilant. Il faut savoir aussi, je pense que les équipes doivent savoir exécuter vite, c'est important.
Parce que quand le projet commence à traîner un petit peu en longueur, voilà, il y a toujours un risque de se faire doubler. Donc, et pour ça, il faut avoir vraiment un mental d'acier, il faut être bien entouré, il faut pas être seul, bien sûr. Et puis voilà, et puis si nous, on peut leur apporter bah, notre soutien, c'est voilà, c'est toujours avec plaisir, hein. Ok, intéressant cette partie sur l'exécution. Quelle proportion en termes d'importance tu donnes à l'exécution par rapport à l'idée de départ en elle-même? Ah ben, l'exécution, c'est bah, il y a l'idée, ok, mais alors, bon, l'équipe, ça j'ai dit, c'est voilà une grande majorité, c'est ce qui va faire que le projet va être mené. Après l'exécution derrière, si je pars des 100%, bah, il y a oui, il y a 60% pour l'équipe. Après l'exécution, on va dire, c'est après peut-être 30% derrière, quoi, puisque en fait. C'est très bien d'avoir une excellente idée, mais si derrière on peut pas l'exécuter, malheureusement, mais le projet va tomber à l'eau. Donc ça, l'exécution, c'est pour moi primordial en fait. Et tout va tourner autour des compétences de l'équipe. Voilà, est-ce qu'ils s'entendent bien? Est-ce qu'ils sont capables de travailler ensemble? Parce que c'est pas le tout de s'associer avec deux, trois copains en fait. C'est pas ça en fait. Là, les gens sont partis pour des années à travailler ensemble, que ça aille bien ou que ça n'aille pas bien. Donc, sincèrement, il faut vraiment que l'exécution soit faite à merveille. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial. T'en as vu des projets prometteurs avec une bonne idée au départ qui capotent ou qui réussissent pas à passer un plafond de verre ou parce que dans l'exécution ça pêche? Des projets où tu t'es dit, putain, c'est dommage parce que l'idée à la base est super bonne, mais en fait, ça exécute pas comme il faudrait. Alors, j'ai vu effectivement parfois de super bonnes idées, mais alors, moi, jusqu'à présent, j'ai eu la chance de ne pas avoir de projets qui ont capoté. Parce que justement, je fais vraiment une bonne sélection. Par contre, j'ai investi dans un projet où il y a eu un souci en cours de route qui était forcément pas du tout prévu. C'est-à-dire que le fondateur est décédé brutalement. Donc ça, c'est le genre d'imprévu qui fait, ouais, voilà, qui peut vraiment mener un projet à tomber à l'eau. Mais ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que l'équipe avait été très, très, très soudée autour du fondateur, qu'il avait vraiment bien transmis là où il voulait aller et il avait bien défini le rôle de chacun, etc. C'est une équipe qui, bon, ça tourne toujours, hein, qui est vraiment solide. C'est le fils qui a repris, en fait, du coup, qui a repris le projet du fondateur. Et, euh, et l'équipe continue de travailler bah, en mémoire en fait du fondateur en fait. Donc ça aurait pu capoter. Moi j'ai eu très très peur quand c'est arrivé, quand on m'a annoncé la nouvelle comme quoi ben voilà, il y avait eu malheureusement ce drame. J'ai vraiment eu peur. Je me suis dit bon bah là c'est tout, tout va s'arrêter quoi. Et donc nous on est affecté aussi hein, puisqu'en tant que business angel forcément on a connu les gens, donc c'est toujours difficile d'apprendre des nouvelles comme ça. Mais c'est là que vous voyez en fait la force de la cohésion d'une équipe, si elle est présente ou pas. Parce que là, c'est qui tout double. C'est soit ça tombe à l'eau, soit ça continue d'exécuter et encore plus. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'équipe a repris le flambeau et en mémoire en fait de cette personne qui a tout donné, hein, puisque je pense que ça représente des années de sa vie. En mémoire de cette personne, elle a repris le flambeau de façon voilà, d'autant plus forte, en fait, je dirais, qu'avant. Et là, pour moi, ça, c'était vraiment un modèle, un exemple vraiment important de résilience dans la difficulté. Et je pense que c'est rare de voir ça. Et je pense que, voilà, que j'ai la chance d'être tombée sur une boîte comme ça. Et je pense pas que toutes les boîtes pourraient le faire. Mais ça arrive. Et en fait, mais ça, c'est avec l'expérience que qu'on s'en rend compte. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment être attentif sur qui on investit, en fait. Parce que, ben, en fait, voilà, il y a des événements comme ça qui sont pas prévus.
la force mentale, la résilience, c'est deux qualités pour moi absolument, absolument indispensables, absolument indispensables. Voilà. Ouais, ouais, effectivement, quand dans l'exécution d'un projet, quand on est capable de se remettre d'un événement comme ça, oui, clairement, ça veut dire qu'il y a des fondamentaux humains qui sont solides. Et effectivement, ça fait réfléchir parce qu'il y a, voilà, il y a des projets qui n'arrivent pas à exécuter correctement et qui ne vivent pas voilà, des traumatismes tels que celui-là. Alors bah tiens, Camille pose une question que j'allais te poser aussi. Dans combien de projets tu as investi à ce jour? Alors, mais moi en fait, du coup, je suis business angel depuis à peu près un an et demi, donc c'est assez récent. Et là, pour l'instant, j'ai investi dans 6 projets. Faut savoir que la première fois que j'ai investi dans un projet, j'ai mis un ticket un peu trop important. Mais bon, ça apparemment c'est voilà, c'est l'apprentissage qui fait que maintenant j'essaye de voilà de mettre des tickets plus réguliers et justement pour pouvoir diversifier les projets dans lesquels j'investis parce que je me suis dit mais en fait surtout avec l'épreuve que j'avais vécue, je me suis dit mais au cas où si jamais voilà si ça se passe mal en fait faut pas avoir mis tout sur une boîte etc. Donc j'essaye de répartir équitablement maintenant. Donc là oui je suis à 6 projets. Voilà, donc c'est essentiellement ça tourne autour du Web3, de la blockchain. Peut-être que je varierai, peut-être que je varierai après au niveau des secteurs, mais en fait, même parmi les projets qui utilisent la blockchain en sous-jacent, il y a tellement une variété en fait de secteurs possibles que je trouve qu'on est déjà diversifié. En fait, la blockchain, c'est vraiment, si vous voulez, c'est voilà, c'est un outil technique qui vient se mettre en dessous, mais c'est pas la thématique pure du projet. J'investis pas dans la blockchain en elle-même. J'investis dans la musique, j'investis dans le Ouais. secteur des boissons, j'investis dans des Dans thématiques des projets qui l'utilisent, variées. mais ouais. Voilà. Mais ils utilisent la blockchain parce que pour moi, c'est une technologie future qui sera, à mon avis, indispensable. Et voilà, et je varie les thématiques de cette façon, en fait. Ok, ça marche. Alors après, bon, il y a des questions. Voilà, peut-être que tu ne voudras pas y répondre et ça pourrait se comprendre. Donc je te les pose quand même. Quel pourcentage de ton capital tu alloues à alors, je sais pas je sais pas ce que veut dire Camille. Est-ce que quel pourcentage de ton capital tu alloues à cette activité de business angel ou quel pourcentage de ce que tu alloues à ton activité de business angel tu vas mettre dans chaque projet au maximum. Ah. Alors, le pourcentage global, là, ouais, je suis à 20% à peu près de mon capital global, enfin de mon patrimoine, on va dire, donc ce qui est déjà très très bien. Donc, c'est pour ça, là, bon, j'ai investi dans plusieurs projets cette année, je vais attendre un peu de voir comment ça évolue. Euh, et sinon, ben, par startup, l'idée, ça serait de répartir équitablement. Donc, si j'investis dans une dizaine de boîtes, je vais mettre un dixième sur chaque. On va essayer de faire ça vraiment quand c'est possible. Après, parfois, il y a des boîtes qui demandent des montants plus ou moins importants à l'entrée. Donc après, voilà, ça va dépendre aussi du stade d'avancée de la boîte et aussi de la portée du projet, hein, puisque quand il y a du hardware, ça coûte forcément plus cher. Souvent, les tickets sont un peu plus élevés. Enfin, ça dépend en fait. Puis ça dépend des modèles économiques aussi. Selon le modèle économique, on va pas mettre le même ticket. Donc voilà, répondre comme ça, on va dire approximativement, je vais répartir équitablement, on va dire. Yes, ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du business model dans les critères de sélection des projets. Qu'est-ce que tu regardes à ce niveau-là? Voilà, à quoi tu es attentive? Est-ce qu'il y a des modèles que tu privilégies à d'autres? Bah, en fait, là, les boîtes dans lesquelles j'ai investi, il y a eu deux, trois modèles économiques différents. Parfois, on investit donc en equity, donc on a directement des parts dans la boîte. Ça, je pense que c'est quand même le mieux. Après, ce qui est pas mal en vogue en ce moment, c'est le modèle du BSAR. Donc ça, c'est bien pour l'entrepreneur. Après, pour nous, l'investisseur, c'est plus ou moins, c'est un peu plus risqué, je trouve. Pourquoi? Bah, parce qu'au moment où on investit, on n'est pas actionnaire. On sera actionnaire qu'après, donc au prochain tour.
Donc, mais voilà, ça permet pour les entrepreneurs de lever plus facilement. Moi, je suis pas forcément contre. Il y en a qui sont un peu plus réticents par rapport à ce que je viens de dire, hein, parce qu'on met son argent, mais au final, en contrepartie, on n'a pas vraiment encore de part. Après, il y a des boîtes qui lèvent avec des tokens. Donc ça, j'ai pas encore vraiment fait. Je trouve que c'est un peu plus risqué. Enfin, il faut vraiment que la tokenomics soit bien faite derrière. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore fait de cette manière. Si je le fais, il faudra vraiment que j'étudie la manière dont c'est fait parce que j'ai pas envie d'investir dans un token voilà, qui va fluctuer. Donc ça, voilà, et ça, c'est pareil. Il faut que ce soit bien construit derrière. C'est plus technique. Pour l'instant, oui, c'est plus du BSR. Voilà. Ok. Et sur la façon dont l'entreprise va gagner de l'argent là-dessus, qu'est-ce que tu surveilles? C'est quoi, voilà, c'est quoi tes critères? C'est quoi tes signaux d'alerte? Et bah, là aussi, est-ce que tu des modèles, est-ce que tu des modèles privilégiés? Tu vois, par exemple un SaaS. Voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu préfères parce que tu estimes plus solide ou parce que par expérience, tu sais que ça marche mieux? Enfin voilà, ce genre d'aspect-là. Alors effectivement, il y a différentes manières pour une entreprise de gagner de l'argent. Il y a des entreprises qui vont proposer des systèmes d'abonnement, par exemple. Euh, ça peut être bien, mais enfin, il faut vraiment être sûr que ça va être adopté. Donc, je trouve ça un peu risqué. Il y a des boîtes dans lesquelles j'ai investi où nous, on perçoit en fait des commissions, vous voyez, des frais en fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que quand on sait que le produit va être utilisé parce que ça résout une problématique, voilà, le fait pour nous de percevoir des petites commissions sur chaque transaction effectuée, ça, c'est plutôt bien. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Vous allez avoir des entreprises qui vont proposer des systèmes de vente en direct. Oui, ça c'est bien parce que ça peut être facilement scalable si jamais la demande explose en fait. Après, vous avez des boîtes qui vont proposer un système freemium, donc une partie gratuite et après voilà avec des fonctionnalités payantes. Ça peut être bien, mais voilà, ça va demander un certain temps avant de pouvoir monétiser. Donc, moi, je préfère quand même les boîtes où on perçoit des commissions, en fait, sur les transactions qui sont effectuées. Je trouve que c'est plutôt rassurant, en fait, pour l'investisseur. Ok, ça marche. Alors Camille nous demandait aussi, donc là pareil, hein, si tu peux répondre, avec quel capital de départ tu as commencé à être business angel? Ça, c'est une question pour quelqu'un qui voudrait le devenir, c'est ça? Alors je sais pas si c'est pour ça ou si c'est juste par simple curiosité, voilà, savoir à partir de, enfin, avec quel montant on commence voilà, à être business angel et à venir investir des tickets dans des boîtes. Peut-être que des gens ont la vision de personnes qui sont déjà richissimes, on va dire, Hmm. Ah oui, et qui vont y aller à coup de 6 ou 7 chiffres dans des projets. Bon, voilà, peut-être qu'il y a un mythe à casser là-dessus. d'accord. Alors, sincèrement, je pense que l'investissement en start-up, c'est une bonne manière de diversifier son patrimoine. Pourquoi? Parce que c'est assez facile de faire de l'immobilier, tout le monde en fait. Voilà, on peut faire la bourse. Bon, mais bon, la bourse, on va pas gagner grand-chose. L'avantage d'investir en start-up, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir faire des gros multiples assez rapidement, enfin sur quelques années, si on les choisit bien. Pour investir en start-up, en général, les tickets d'entrée moyens sont environ, bon, je vais donner un chiffre, on peut commencer à partir de 10 000 euros. Parfois, on peut commencer en dessous, hein. Mais en moyenne, c'est à peu près 10 000 euros. Maintenant, si la personne a 20 000 euros en banque, je ne vais pas lui conseiller d'investir dans une start-up. Pourquoi? Mais parce que, en fait, l'idée, c'est quand même d'investir dans quelques-unes, plusieurs boîtes. Pourquoi? Parce que s'il y en a une qui marche moins bien qu'une autre ou qui se plante, bon, bah, si on a investi dans d'autres, ça réduit notre risque. Donc, il faut toujours penser à réduire son risque en matière d'investissement. Et donc, si on a 20 000 euros en banque, je pense pas que ce soit la meilleure idée. Par contre, quelqu'un qui a un petit capital, je sais pas, enfin, il y a pas besoin d'être millionnaire pour investir dans des boîtes, hein, pas du tout.
Voilà, je sais pas, si on considère qu'il faut 10 000 € pour investir dans sa première boîte et qu'on veut investir, je sais pas, pour commencer dans deux, trois, admettons, bah voilà, il faut avoir quand même quelques dizaines, on va dire, de milliers de réserves. Faut pas brûler tout son cash non plus. Faut garder la liquidité pour soi, éventuellement mettre sur des placements plus sécurisés. Mais en soi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir plus de 6 chiffres sur son compte pour commencer à investir. Pas du tout, non, non, non. Au contraire, moi, l'idée, c'est de démarrer assez tôt, puisque comme la boîte, elle va mettre quand même quelques années avant d'exécuter, de scaler tout ça, plus on investit tôt, plus on a de chances de récupérer tôt aussi son multiple. En fait, l'idée, c'est de le faire le plus tôt possible, sans non plus se brûler les ailes. Donc, et puis mettre des tickets raisonnables. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon premier investissement, j'ai mis trop. J'aurais pu mettre beaucoup moins. Euh, et après, je me suis dit, en fait, c'était pas forcément très judicieux, quoi. Donc c'est pour ça maintenant, je le dis par rapport à ce que moi je fais, des erreurs à ne pas faire. J'essaye aussi de vulgariser ça, en fait, parce que c'est quand même un milieu assez inconnu, on va dire, pour des citoyens normaux. Moi, c'est vraiment parce que je me donne la peine d'aller sur les salons, de rencontrer les gens, etc., voilà, de me documenter à côté que j'apprends à le faire. Mais je connais nulle part où on nous apprend à faire ça, en fait. Donc voilà, mais moi, je suis passionnée d'investissement, donc j'aime apprendre et voilà, la start-up pour moi, c'est vraiment génial parce qu'il y a toujours à apprendre, que ce soit sur les projets, sur les gens, surtout sur les modèles économiques. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas besoin d'être millionnaire, ça c'est sûr. Faut juste avoir géré son risque. Et surtout, je pense qu'il faut demander conseil à des gens qui l'ont fait avant. Donc voilà. Euh, est-ce que aujourd'hui tu es rentable là sur les 6 projets sur lesquels tu as investi par rapport à ce que tu as mis au départ? Voilà, en gros, où t'en es aujourd'hui? Alors, rentable. Alors, si vous voulez, moi, ça fait à peu près 1 an et demi. Donc, c'est encore tôt pour un investissement, pour faire un exit, ça c'est sûr, faut encore attendre. Par contre, il y a des boîtes dans lesquelles j'ai investi qui ont eu, les parts en fait ont été revalorisées. Donc, je sais que ce que j'ai mis, ça vaut plus déjà. J'ai aussi d'autres boîtes qui ont de bons pronostics de valorisation prochaine. Donc je sais que ça va dans le bon sens. Je vois de toute manière comment ça évolue et évidemment que la boîte est en train de prendre de la valeur. Maintenant, de là à dire j'ai fait x10, non, ça non, je peux pas dire ça à l'heure actuelle. Il faut quand même être patient et puis et en fait c'est tout simplement en suivant les boîtes, la façon dont elles évoluent, où on voit à peu près où on en est. Mais oui, je suis rentable dans le sens où je sais que mes parts sont en train de prendre de la valeur. Actuellement, je ne reçois pas encore les dividendes pour les boîtes qui vont me verser des dividendes, parce que bon, ouais, ça, j'en ai pas parlé, mais vous avez des boîtes où vous allez multiplier votre capital, vous en avez d'autres où vous allez pouvoir aussi avoir des dividendes. Donc ça, c'est bien. Donc là, c'est encore un peu tôt pour les avoir, mais ça va tomber incessamment sous peu. Donc voilà, donc j'en suis à ce stade-là. Ok, bon, ça répond à la question du multiple qui était posée aussi. Oui. Et du coup, pour finir, ta meilleure réussite et ta pire erreur, en gros, et les leçons que tu en as tirées. Ma pire erreur, c'est d'avoir mis trop sur la première boîte, ce qui fait que ça m'a bloqué un petit moment pour investir dans d'autres, mais bon, j'ai trouvé des solutions pour ensuite rééquilibrer et investir dans d'autres. Donc, ne pas tout miser sur sa première boîte, ne pas se faire prendre dans l'émotionnel, puisque, ben oui, le projet est beau, les gens sont sympas, tout ça, c'est bien, mais attention, hein, on joue avec notre argent, donc il faut quand même rester pragmatique. Je pense qu'il faut aussi savoir s'entourer de gens qui l'ont fait avant. Moi, je fais ça seul pour l'instant. Mais voilà, si les gens ont la possibilité de s'entourer de d'autres business angels, je trouve que c'est bien. Enfin, en tout cas, moi, je suis assez à l'écoute pour les gens qui me posent des questions. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, tout le monde fait des erreurs et on apprend parfois plus de nos erreurs ou des erreurs des autres que de simplement voilà, parler de ses réussites. Bon, c'est bien, mais en soi, c'est pas ça qui va c'est pas ça qui va faire apprendre aux autres comment bien faire en fait. Donc voilà. Et sinon, ma meilleure réussite. Ma meilleure réussite, je pense que c'est d'avoir trouvé des projets où je sens que l'équipe derrière, elle lâchera rien, quoi qu'il arrive. Ça, pour moi, c'est déjà une grande réussite, puisque au-delà de la réussite financière qui va arriver,
bientôt, voilà, prochainement, dans les années qui viendront. Il y a autre chose, il y a le fait de voir qu'on a choisi la bonne boîte. Et puis de savoir que bah, peu importe les circonstances, en fait, ils lâcheront rien. Ça, pour moi, c'est une satisfaction, en fait. C'est une satisfaction à elle entière. Hmm. À elle seule, pardon. Ouais, que tu contribué à aider des entrepreneurs solides, sérieux et passionnés par ce qu'ils font à développer des projets concrets, utiles pour l'écosystème. C'est ça. On participe à améliorer notre système, voilà, dans lequel on vit. On met notre argent, oui, mais voilà, on participe à améliorer à créer un monde meilleur en fait, puisque toutes les avancées technologiques qui vont être faites, ben, ça va servir aux futures générations. C'est ça aussi la satisfaction, la réussite, c'est de se dire, mais j'ai contribué. Si, admettons, une des boîtes dans lesquelles j'ai investi explose, et c'est adopté massivement, voilà, ça résout un vrai problème auquel on avait besoin d'apporter une solution, on va se dire, dans quelques années, on va se dire, mais j'ai participé à ça. C'est un peu grâce à moi aussi. Donc, ça, je trouve ça vraiment génial. Mm. Ça marche. Bah écoute, pour finir, j'avais envie d'aborder un petit peu avec toi le sujet de l'éducation financière et de la culture financière en France, parce que bon bah je pense que par rapport à tes activités, tu y es confronté. Tu disais tout à l'heure, bah en fait, je connais personne ou nulle part où on apprend à faire ça. Donc bah Oui. voilà, tu parlais de ce que tu fais en l'occurrence. Donc voilà, c'est quoi ton regard là-dessus en tant que personne bah, qui est passionnée déjà par l'investissement et puis qui en vit. Et comment toi, à ton niveau, tu ouais, t'aimerais pouvoir améliorer les choses quoi, à travers ce que tu fais? Alors, je pense que, bah, je sais pas si c'est que en France, mais en tout cas, ouais, il y a un vrai souci avec la gestion de l'argent en France, avec le rapport à l'argent. Franchement, enfin bon, moi, déjà depuis toute petite, l'argent, ça a toujours été tabou, fallait pas parler d'argent. Après, le problème, c'est qu'il faut bien gagner sa vie quand même. Alors, on commence à travailler, on fait des études, tout ça, et puis au final, on se dit, mais je suis toujours dans cette espèce de je sais pas, de routine où en fait, quoi que je fasse, j'aurai toujours besoin de travailler toujours plus, voilà, parce qu'après, les gens, voilà, commencent à consommer plus, achètent une maison, puis une plus grande, puis une voiture. Non, mais ça va pas du tout en fait. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur l'éducation financière des gens parce qu'on est prisonnier un petit peu d'un système qui nous veut un peu prisonniers. Et l'investissement, ben, c'est une manière un peu de se libérer un peu de tout ça. En tout cas, moi, je l'ai fait pour ça, parce que j'ai très vite vu, en fait, quand j'ai commencé à travailler, malgré les études que j'avais fait, j'ai très vite vu que j'allais continuer à être un peu toujours dans cette routine, voilà, où on peut pas s'extirper. Et l'investissement m'a fait me rendre compte que j'allais pouvoir quand même... enfin, j'ai vu les choses différemment en fait, à partir du moment où je l'ai fait. Et j'ai un peu tout appris toute seule. Franchement, je connaissais pas d'investisseurs, j'ai pas eu d'investisseurs ni dans ma famille, ni dans mon entourage, ni dans mes amis. Et je trouve ça quand même dommage. Et je trouve que, ben, en fait, je trouve qu'on doit vraiment démocratiser ça, apprendre aux gens en fait à mieux gérer leur argent, à le placer aussi au lieu d'aller le placer sur des supports bancaires qui vont, je sais pas à quoi ça sert, mais ni sur quoi ça tourne. Mais en tout cas, on voit pas, en fait, on voit pas comment l'argent travaille. Moi, quand je place dans une boîte ou si j'achète de la crypto-monnaie ou peu importe ce que je fais avec, je sais où il est mon argent. Je sais de quelle manière il va travailler. Et si j'achète un appartement, je sais comment, voilà, comment c'est utilisé. Comment je suis rémunérée, je le sais. Et voilà. Et je pense que effectivement, c'est un vrai sujet. Et toutes les personnes qui investissent par elles-mêmes, je trouve qu'elles ont un petit peu aussi le devoir de, ben, si elles peuvent le faire, de communiquer autour de ça, en fait. Donc voilà, après, on peut investir de différentes manières, hein, mais moi, je me suis orientée plus sur la finance décentralisée. Je trouve une bonne alternative, voilà, à la finance traditionnelle. Après, on n'est pas obligé forcément de passer par là, mais au moins apprendre à mieux gérer son argent
Et puis surtout, s'éloigner de toute la désinformation aussi qu'il y a sur les médias. Ce tabou de l'argent que tu évoquais, est-ce que tu le perçois dans tes activités? Notamment auprès des projets qui vont être présentés et des porteurs derrière. Parce que je me souviens d'une vidéo, donc une interview d'Owen Simonin. Et en fait, dedans, il disait, si t'es pas prêt si t'es pas prêt à parler d'argent, Mm. en fait, n'entreprends pas. Et donc, ça, concrètement, ce phénomène-là, est-ce que tu le vois, toi, dans le cadre de ton activité? Est-ce que tu vois des porteurs de projets bah, qui ont ce côté un peu tabou de l'argent, peur ou malaise de parler en fait d'argent, quoi, de parler de sommes en euros, etc. Alors moi, les gens, quand ils viennent me voir, déjà, ils savent que je suis business angel, donc clairement, c'est c'est un peu le sujet. Donc de base, moi, non, puisque en fait, j'évolue dans des milieux où on est là pour parler de ça. Donc du coup, personnellement, j'y suis pas confrontée, mais j'imagine qu'il y a des entrepreneurs qui le sont peut-être encore, et auquel cas, ça va être compliqué pour eux, parce que ben, moi, si on vient me voir, je vais poser la question bah, du montant de la levée de fonds, comment on va utiliser l'argent, etc. Donc c'est le sujet, en fait, c'est tout le sujet de d'une visio un peu que je vais avoir avec un fondateur. Donc si le fondateur, effectivement, est bloqué avec ça, bah, il n'y a même pas de sujet de venir discuter. Donc en fait, potentiellement, moi, j'y suis pas confrontée. Mais oui, peut-être qu'il y en a qui le sont, auquel cas, ben, c'est dommage parce que du coup, ils franchissent même pas cette étape-là, quoi. Ok, ça marche. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. J'ai pas d'autres questions qui ont été posées. Tac, ouais, donc Camille qui remercie. Donc a priori c'est tout bon pour les personnes qui nous suivent. Je te remercie de t'être prêté au jeu. C'était très intéressant. J'en profite aussi j'en profite pour dire ou pour rappeler que tu viendras régulièrement à la BBS pour que nos porteurs de projets qui finissent leur formation ou qui ont fini récemment leur formation, qui sont alumni et qui développent leur projet, puissent pitcher devant toi, ne serait-ce que pour avoir des retours voilà, d'une investisseuse, de quelqu'un dont l'activité, c'est justement d'aller mettre des tickets dans des boîtes voilà, pour que tu puisses leur faire des retours ultra concrets sur des Mhm. choses que tu as l'habitude de voir et qui pourraient améliorer, alors plus dans la façon de présenter de présenter leur projet, dans une optique où ils ont des investisseurs potentiels en face d'eux. Et puis bon, bah, si jamais ça peut te donner des idées, ma foi, tant mieux, voilà, on en sera ravis. Mais donc voilà, Claire viendra régulièrement à la BBS voilà, pour proposer aux porteurs de projets qui seront intéressés voilà, de pouvoir pitcher justement leur idée, leur projet. Donc retenez bien ce que Claire nous a expliqué. Merci à toi, très bonne soirée. Et puis du coup, à bientôt sur de prochains salons, puisque tu en fais beaucoup. Merci Nathan, mais en tout cas merci de m'avoir invité. Je suis honorée d'avoir été invitée. Je suis contente aussi d'avoir pu partager un petit peu ben, mes expériences et ce sera avec plaisir de venir à la BBS pour écouter les pitchs des entrepreneurs. Merci. Merci beaucoup à toi, bonne soirée, Bonne soirée. et puis à bientôt, ciao tout le monde. À bientôt. Ciao.